Donc, le webinaire va durer une petite heure et demie, je pense, et nous allons aborder donc, la phase d'étude d'un projet de géothermie, la phase de lancement d'un projet de géothermie. Et avant d'aborder cette phase d'étude, on va aller sur quelques rappels pour les personnes qui connaissent déjà la géothermie, mais pour que ça reste accessible pour les personnes qui ne sont pas forcément experts de ce sujet, quelques rappels sur qu'est-ce que la géothermie. Ensuite, la partie réglementation sur la géothermie, donc la phase de lancement présentée par M. Pio de Burgéap. Et pour terminer, je vous présenterai les dispositifs d'accompagnement qui sont mobilisables en Grand Est pour le financement des études en géothermie. Voilà. Comme je le précisais tout à l'heure, les petits déjeuners de la géothermie, c'est un cycle de 3 webinaires. Bien sûr, sur le premier webinaire et en 1 heure et demie, on n'aura pas le temps d'aborder tout sur la géothermie. C'est pour ça que j'ai décidé de découper ces 3 webinaires un petit peu comme se passe un projet de géothermie. Donc, en commençant par la phase d'étude, le prochain webinaire portera plus sur la partie forage géothermique, qui est une partie quand même assez importante et spécifique à la géothermie du coup. Et le dernier portera sur la chaufferie et le suivi d'exploitation d'une chaufferie géothermique. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Oui, il est 9h05. On va attendre une toute petite minute et on pourra commencer. Alors, voilà, je vous propose de lancer. Donc déjà, merci à tous. Merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire des petits déjeuners de la géothermie. C'est une initiative qui a été mise en place sur le Grand Est donc, par moi, à travers ma mission. Donc moi, je suis Noé Imperadori, pardon. C'est la première chose. Noé Imperadori, je suis l'animateur géothermie en Grand Est. Donc, je suis présent sur le territoire pour sensibiliser, animer un petit peu le territoire sur le sujet de la géothermie. Et mes cibles principales vont concerner donc plutôt toute la partie collectivité, habitat collectif, professionnel bien sûr, secteur tertiaire et industriel et acteurs de la géothermie sur le territoire. Donc, ma mission n'est pas à destination des particuliers, puisque les particuliers sont déjà suivis par les espaces verts sur le territoire et même au niveau national. Voilà. Donc, la géothermie. Alors, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Voilà. Dans un premier temps, pour vous rappeler très basiquement ce qu'est la géothermie, c'est quoi? C'est l'exploitation de la chaleur de la Terre par l'homme. Ça, c'est la première chose à savoir, donc qui vient du grec géo, la terre, et thermos, la chaleur. Mais la géothermie, on entend aussi par géothermie simplement le terme chaleur terrestre, ou les sciences qui étudient les phénomènes thermiques internes du globe. C'est une énergie renouvelable, et c'est une énergie renouvelable qui est mixte. C'est une énergie renouvelable qui va nous permettre de produire de la chaleur, bien sûr. Elle va également nous permettre de produire du froid, comme je vais vous le présenter juste après. Et elle permet également dans certaines circonstances bien spécifiques, de produire de l'électricité. Et parfois, elle permet de faire une cogénération entre production d'électricité et production de chaleur. Alors, je vais vous présenter les différents types de géothermie. En gros, on va pouvoir simplifier les choses en disant qu'il y a 3 grands types de géothermie. Et nous, durant tout ce cycle de webinaire, on va en aborder un seul, qui va être la géothermie qu'on appelle très basse énergie, ou qu'on appelle aussi géothermie de surface, puisque c'est la géothermie qui va, pour ainsi dire, tous nous concerner et tous nous toucher. La géothermie très basse énergie, c'est quoi? C'est une température qu'on peut prélever dans le sol de 10 à 40 degrés. C'est des forages qu'on appelle de surface, mais qui peuvent aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Généralement, on s'arrête à 200 mètres et vous allez comprendre rapidement pourquoi par la suite. Et c'est l'utilisation de l'énergie
en chauffage ou en rafraîchissement ou refroidissement. Donc, rafraîchissement, ça va être plutôt ce côté passif, donc avec très peu de consommation d'électricité, je vous présenterai ça tout à l'heure, qui va être assisté par une pompe à chaleur. Voilà. Ensuite, dans les 3 grands types de géothermie, donc là, je vous ai présenté ce qu'on va aborder vraiment dans les webinaires, mais il existe quand même autre chose, notamment la géothermie qu'on appelle très basse énergie, basse énergie, pardon, justement, la géothermie basse énergie, qui est présente dans les réseaux de chaleur et qui est assez présente dans la partie plutôt Champagne-Ardenne, donc tout ce qui est nappe du bassin parisien. La géothermie basse énergie, c'est quoi? C'est une température qu'on va prélever dans le sol entre 30 et 90 degrés. C'est des forages qui peuvent aller jusqu'à 2500 mètres de profondeur, même si 2500 mètres de profondeur, c'est déjà bien profond. On va plus s'orienter autour des 1500 mètres de profondeur en règle générale, voire un petit peu moins sur la région parisienne, puisqu'on a des nappes intéressantes à des profondeurs moins importantes que ça. Et c'est une utilisation de l'énergie pour le chauffage qui va être soit utilisée en direct quand on a des températures assez intéressantes, soit quand on manque de température, on va les rehausser également par des grosses pompes à chaleur, ou alors c'est une utilisation de cette énergie dans des process industriels. Voilà. Donc ça, c'est la géothermie qu'on appelle basse énergie. Et maintenant, le troisième type de géothermie, c'est la géothermie haute énergie, haute température. Alors, la géothermie haute température, c'est quoi? C'est une température dans le sol prélevée entre 100 et 300 degrés. Donc, c'est quand même des températures très importantes. C'est des forages qui sont généralement entre 1000 et 3500 mètres de profondeur. On peut aller plus loin. On a le cas notamment sur notre territoire en Grand Est, on a la chance d'avoir au moins 2 installations qui fonctionnent en haute température sur l'Alsace. Et on a une installation qui va jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Mais c'était aussi, cette installation-là, elle a permis à beaucoup de scientifiques de se faire la main sur le sujet. Et c'était un petit peu une installation d'exemple, on va dire. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que sur le territoire du Grand Est, on a la chance d'avoir au moins 2 installations. Et une qui produit de l'électricité et l'autre qui produit de la chaleur pour une industrie. Donc, c'est la présence de gradients géothermiques élevés. Ce qu'on appelle gradient géothermique, ça va être la température du sol qu'on va pouvoir relever sur 100 mètres de profondeur. En France, on a un gradient géothermique qui est en moyenne de 3,3 degrés tous les 100 mètres, qui est un petit peu plus important en Alsace, ou en tout cas dans certains secteurs. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un territoire très, 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 très adéquat à la géothermie. C'est une utilisation de l'énergie pour produire de l'électricité ou faire de la cogénération ou de la chaleur. Voilà. Donc, les différents types de géothermie en région, voilà, je voulais vous préciser un petit peu, puisqu'on est quand même sur la partie Grand Est, en tout cas, très bien fournie. On a ici donc, le bassin parisien, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec de la géothermie basse énergie qui alimente des réseaux de chaleur. Donc, tout ça, on est plutôt au niveau de la Champagne-Ardenne. Là, on va arriver sur les Vosges, le plateau lorrain avec le massif vosgien, où on va avoir pas mal de potentiel en géothermie très basse énergie, bien que, je tiens à le préciser, la géothermie très basse énergie, donc, ou de surface, celle qu'on va aborder pendant ce webinaire-là, elle est disponible partout en Grand Est et même partout sur le territoire français. À quelques exceptions près au niveau de la réglementation, mais au niveau du potentiel, on peut faire de la géothermie quasiment partout sur le territoire. Et on a bien sûr la plaine d'Alsace, donc c'est une coupe en fait de la région Grand Est, tout simplement. La plaine d'Alsace avec, comme je vous le disais, des installations de géothermie haute énergie ou haute température, ce qu'on appelle également géothermie profonde. Donc on a la géothermie de surface et tout ce qui n'est pas géothermie de surface, donc la géothermie basse énergie et la géothermie haute température, on va appeler ça plutôt de la géothermie profonde. Et on n'est pas du tout
sur les mêmes principes puisque les profondeurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est bien important de distinguer les deux types de géothermie pour ne pas faire d'amalgame. Voilà. Alors, pour revenir sur la géothermie très basse énergie, dans la géothermie très basse énergie ou géothermie de surface, on va pouvoir considérer deux principes qui va être liés directement à la profondeur des forages. On va avoir les géothermies dont la profondeur est comprise entre 0 et 10 mètres de profondeur et les géothermies dont la profondeur est comprise entre 10 et 200 mètres de profondeur, qui peut aller jusqu'à 300, mais c'est très rare. Nous, ce qu'on va aborder pendant ces webinaires-là, ça va être la géothermie comprise entre 10 et 200 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va avoir le plus d'intérêt sur des installations de type tertiaire, de type collectivité, de type, toutes les cibles que j'ai citées en début de webinaire. Il faut quand même savoir que ça existe, la géothermie comprise entre 0 et 10 mètres de profondeur, qui va plutôt donc être à destination des particuliers. Et on a plusieurs types de géothermie. On entend souvent donc, sur échangeurs horizontaux, donc c'est des tuyaux qui sont enterrés à 1,5-2 mètres de profondeur sur notre territoire de manière horizontale pour capter les calories. Après, il existe d'autres types d'échangeurs. Je ne vais pas tous les présenter puisque ce n'est pas le sujet là. Nous, ce qui va nous intéresser durant ces webinaires, ça va vraiment être la géothermie sur sonde verticale et la géothermie sur nappe. Alors, qu'est-ce que la géothermie sur sonde verticale et la géothermie sur nappe? Justement, la géothermie sur sonde verticale, c'est en fait donc une circulation d'un fluide caloporteur dans une boucle fermée à l'intérieur d'une sonde. Je vous explique. Donc, ce que vous voyez là, en fait, ce sont des forages géothermiques dans lesquels on va faire circuler, on va installer déjà un tuyau, tout simplement, pour simplifier les choses, un tube en polyéthylène. Dans ce tube qui va être cimenté dans le sol avec un ciment qui a des capacités thermiques intéressantes, on va faire passer un fluide caloporteur, qui va généralement être de l'eau glycolée. Ce fluide caloporteur-là va pouvoir capter les calories présentes dans le sous-sol et les transmettre à la pompe à chaleur, qui va pouvoir rehausser ces calories-là, puisque généralement, on arrive à extraire du sous-sol un fluide qui va être compris entre 12 et 15 degrés. Donc, ce n'est pas assez pour alimenter un circuit de chauffage, d'où l'intérêt d'alimenter une pompe à chaleur géothermique, et non pas aérothermique qui utilise l'air extérieur comme on peut voir souvent. Là, c'est une pompe à chaleur qui est géothermique, qui va rehausser ses calories avant de les transmettre dans les émetteurs. Ça, c'est pour la partie chauffage. Maintenant, on peut également, avec ce type de géothermie, faire du rafraîchissement. Sur la partie rafraîchissement, on a deux possibilités. Soit on a besoin de beaucoup de froid, auquel cas la pompe à chaleur va être réversible et elle va nous produire du froid directement avec les calories qui vont être prélevées, ou les frigories plutôt dans ce cas-là, qui vont être prélevées dans le sous-sol. Soit on a un besoin de rafraîchissement, donc pas de froid important, et auquel cas on va pouvoir faire ce qu'on appelle du rafraîchissement passif ou du géocooling, en chantant tout simplement la pompe à chaleur et en faisant circuler un fluide qui va être entre 12 et 15 degrés dans les émetteurs qui devront être conçus pour, afin de rafraîchir la pièce. Donc voilà pour la partie sonde verticale. Alors ce qui est important sur les sondes verticales, c'est qu'on ne dépend absolument pas de la ressource en eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une nappe phréatique présente sur le projet, enfin, sous le projet plutôt, pour réaliser une géothermie sur sonde verticale. On peut avoir un dimensionnement extrêmement précis, on a des performances qui sont très élevées, avec un rendement énergétique qui est stable tout au long de l'année. C'est pour ça que c'est très intéressant et que la géothermie est vraiment très intéressante, c'est que comme on capte les calories dans le sous-sol et que le sous-sol, à partir de 10 mètres de profondeur, on n'a plus aucune influence du climat sur le sous-sol, on a un rendement énergétique qui est stable toute l'année.
Donc, il peut faire moins 10 dehors. La pompe à chaleur, elle ne va pas souffrir. Pourquoi? Puisqu'elle est alimentée par le fluide caloporteur qui va être entre 12 et 15 degrés, comme je vous le disais. Un des points importants également sur la partie sonde géothermique verticale, c'est qu'il y a sur cette installation-là une maintenance qui est assez réduite, si vous voulez. Une fois que les sondes sont installées, elles sont testées au moment de l'installation, une fois qu'elles sont installées, et après, on n'y touche plus. On va faire un appoint, si on veut, en fluide caloporteur, mais normalement, il n'y a plus aucune influence sur la sonde. Elles sont garanties minimum 50 ans par les fabricants, donc il n'y a absolument aucun risque sur cette partie-là. Et c'est extrêmement discret. Pourquoi? Puisque des sondes géothermiques, vous pouvez les mettre là où vous voulez sur votre terrain, c'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas de place sur un terrain, mais que vous avez un parking, vous pouvez tout à fait faire des sondes géothermiques sous le parking et qui ne se voient plus après, puisqu'on n'a pas de maintenance à faire dessus. Une petite remarque, c'est que généralement, le coût d'installation des sondes géothermiques verticales, ou en tout cas d'un champ de sonde, donc quand on a plusieurs sondes, comme c'est le cas là, va être plus élevé qu'une installation sur nous. Voilà. Pour exemple, un petit exemple, c'est toujours plus parlant, en Grand Est, un exemple parmi tant d'autres, hein, une mairie, donc là c'est la mairie de Pierre-Latrèche, notamment en Meurthe-et-Moselle, qui a une installation de géothermie sur sonde pour chauffer la mairie qui est au rez-de-chaussée, donc de 130 mètres carrés, et un appartement au premier de 85 mètres carrés. Donc on chauffe et on rafraîchit la mairie, avec une puissance de la pompe à chaleur de 14 kW, deux sondes géothermiques de 115 mètres chacune. Donc vous voyez, on est entre les 10 et 200 mètres de profondeur. Et un écartement entre les sondes qui est réglementaire de 10 mètres, pour pas qu'il y ait d'interaction thermique entre ces sondes-là. Voilà. Donc là, pour l'exemple de l'installation sur la mairie de Pierre-Latrèche, il y a une sonde géothermique qui doit être par là, et la deuxième, elle est ici. Donc, vous voyez, on ne voit absolument rien par rapport à ça. Alors, maintenant, pour aborder, donc pareil, hein, j'ai oublié de vous le préciser, mais si vous avez des questions, on a vraiment prévu un temps d'échange à la fin des présentations, donc n'hésitez pas à les noter, puis on pourra revenir dessus. Pour la partie géothermie de surface, mais maintenant sur nappe phréatique, le fonctionnement est pour ainsi dire identique, sauf qu'à la différence du champ de sonde géothermique, on va capter directement les calories dans les nappes phréatiques qui sont présentes sous le projet. Donc, à la place d'avoir plusieurs sondes pour capter les calories avec un fluide caloporteur qu'on injecte dans les sondes, qui est en boucle fermée, là, on va avoir ce qu'on appelle une boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va faire des forages pour atteindre une nappe phréatique, prélever l'eau dans la nappe phréatique qui va être comprise pareil à des températures entre 12 et 18 degrés, ça dépend. Donc, on va capter l'eau dans la nappe phréatique, on va extraire ces calories, donc uniquement prendre les calories de l'eau grâce à la pompe à chaleur, puis on va réinjecter l'eau qui va être simplement refroidie, elle n'aura subi aucune transformation chimique ou quoi que ce soit, elle sera juste passée dans un échangeur qui va être refroidi dans la même aquifère, ce qui fait qu'il n'y a aucun impact de la géothermie sur la nappe phréatique. Simplement un rafraîchissement très local de la nappe et qui, au bout d'un certain temps, se régénère. Voilà. Alors, les caractéristiques, elles sont à peu près les mêmes que celles sur sonde, c'est-à-dire qu'on a un rendement énergétique qui est stable toute l'année, qui est très intéressant, des performances qui sont élevées. On va avoir des performances de machines qui sont un tout petit peu plus élevées que sur de la sonde, mais c'est vraiment infime. On peut également faire du rafraîchissement gratuit, donc, ou du rafraîchissement en utilisant la pompe à chaleur. On a des dimensionnements qui sont très précis. Alors, un je ne vais pas dire des avantages, mais une des remarques qu'on peut faire sur les installations de géothermie sur nappe, en tout cas en Grand Est, c'est que plus vous allez avoir une installation qui va être puissante, plus ça sera intéressant, économiquement parlant, de passer sur une géothermie sur nappe. Pourquoi? Parce qu'à la place de faire plusieurs forages pour capter le nombre de calories nécessaires en champ de sonde, donc on va faire 10, 20, 30 forages, si besoin, sur des grosses installations, voire plus. Là, on va avoir 2
forage uniquement, donc ce qu'on appelle un doublet, qui va être un forage de pompage, où on va capter les calories dans la nappe, et un forage de réinjection. Voilà. Alors, simplement, ce à quoi il faut faire attention sur une installation sur nappe, c'est qu'il y ait une nappe, tout simplement. Donc, il y a des cartographies qui existent, qui sont libres, qui sont accessibles sur Internet. Je vous présente un site tout à l'heure qui regroupe toutes ces cartographies pour voir s'il y a un potentiel dans votre secteur en nappe phréatique. C'est simplement pour voir s'il y a un potentiel. Ça n'enlève absolument pas ça ne remplace pas une étude hydrogéologique faite par un bureau d'études, comme vous allez pouvoir le voir. Et là, pour le coup, il y a une maintenance qui est un petit peu plus importante sur les installations sur nappe que sur les installations sur sonde, puisque comme on capte des calories dans une eau qui est présente dans une nappe phréatique, qui peut être parfois chargée, qui peut être un petit peu ferreuse ou des choses comme ça, on a des risques de colmatage. Donc, c'est pour ça la maintenance est à prévoir sur ce type d'installation, comme sur une installation sur sonde, mais sur sonde, la maintenance est beaucoup moins importante. Voilà. Un petit exemple de géothermie sur nappe sur la région Grand Est, on a le circuit municipal de Châlons-en-Champagne, qui est une grosse installation pour le coup, qui est une bonne installation, peut-être pas très très grosse, mais qui est quand même pas mal, avec 3 bâtiments qui représente un total de 1150 mètres carrés, une puissance de pompe à chaleur qui est de 316 kW, 2 forages à 25 mètres de profondeur, puisque sur Châlons, en tout cas sur la position du cirque, ils ont la chance d'avoir des nappes très intéressantes à faible profondeur, avec un débit de maximum 40 mètres cubes demandé à la nappe. L'écartement entre les 2 forages est de 170 mètres. Alors là, la différence des sondes, l'écartement doit être un petit peu plus important pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle un recyclage, une bulle froide en fait. Un recyclage thermique, ça va être l'eau froide que vous réinjectez dans la nappe n'aura pas eu le temps de se régénérer et de recapter des calories et atteindra directement le forage de production. Quel cas, là, ça peut causer quelques problèmes au niveau des performances. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu les différents types de géothermie et notamment plus précisément la géothermie de surface, la géothermie très basse énergie. Maintenant, je vais aborder rapidement, avant de passer à la partie étude d'une installation, je vais aborder très rapidement la partie réglementation. Donc dans la partie réglementation de la géothermie très basse énergie, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs cadres. Donc là, je vous ai présenté un petit schéma qui vous dit, en fait, toutes les installations de 0 à 10 mètres de profondeur, qui vont être généralement pour des particuliers, mais pas que, ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, notamment du code minier, donc n'ont pas de demande d'autorisation à réaliser. Alors que quand vous réalisez donc, une géothermie de surface, mais sur nappe ou sur sonde, sur champ de sonde, là, vous devez rester dans un certain cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire a été simplifié en 2015 et on l'a traduit donc par la géothermie de minime importance. La géothermie de minime importance, donc, qui concerne vraiment la partie géothermie de surface. Là, c'est la géothermie profonde que je vous ai présentée tout à l'heure, mais là, on ne s'y intéresse pas. Donc, pour dépendre de la géothermie de minime importance, donc qui concerne la géothermie de surface, il y a plusieurs caractéristiques sur une installation. Il faut, pour être plus précis, que la profondeur des forages soit comprise entre 10 et 200 mètres de profondeur. Au-delà de 200 mètres de profondeur, on va être considéré comme géothermie profonde et on va dépendre, donc, comme je vous l'ai présenté juste rapidement là, on va dépendre donc du cadre réglementaire du code minier et considéré comme géothermie basse énergie. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en règle générale, vous allez rentrer dans la géothermie de minime importance
qui vous permet de simplifier énormément les démarches, puisque si vous respectez toutes les caractéristiques de la géothermie de minime importance, vous n'aurez qu'une simple télédéclaration qui prend une petite demi-heure, 3/4 d'heure, à réaliser, et vous pourrez réaliser votre installation par la suite. Mais pour ce faire, il faut que votre installation soit comprise entre 10 et 200 mètres de profondeur, que la puissance extraite du sous-sol soit inférieure à 500 kW, donc ce qui vous permet quand même d'alimenter un certain nombre d'installations, parce que là, on parle de la puissance extraite du sous-sol et pas de la puissance thermique qui va être fournie par la pompe à chaleur. Donc ça, c'est à voir avec le bureau d'études, mais en gros, ça concerne énormément d'installations. Une température extraite du sous-sol inférieure à 25 degrés. Généralement, sur le Grand Est, on n'a pas de nappe phréatique qui dépasse les 25 degrés, ou c'est très rare. Quand on est sur nappe phréatique ou sur aquifère, le débit doit être inférieur à 80 m3. Donc, vous avez vu pour 316 kW tout à l'heure, on avait un débit maximum de 40 m3, et c'est le maximum. Donc, ça permet de faire beaucoup d'installations. Être en zone verte ou orange. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste après, parce que c'est un point qui est très important. Et il faut passer par des professionnels certifiés. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Il est très important en géothermie de passer par des professionnels qui soient certifiés, que ce soit sur une phase d'étude ou sur une phase d'investissement, sur la réalisation des travaux. Il existe des certifications, il faut les encourager, et elles ne sont pas là pour rien, puisque la géothermie est quand même une technique assez spécifique. Il faut des certifications pour la maîtriser, dans la plupart des cas. Voilà. Pour plus de détails, je vous ai marqué les arrêtés. Et lorsque vous réalisez un projet de géothermie de surface et que vous n'appartenez pas à la géothermie de minime importance, alors parce que vous ne respectez pas un des critères que je vous ai donné là, ou parce que vous êtes en zone rouge que je vais vous présenter juste après, vous allez devoir monter un dossier de demande d'autorisation qui sera à monter à l'ADREAL. Donc, vous ne dépendez plus de la simple télédéclaration. Je vous ai parlé des zones réglementaires. Les zones réglementaires, c'est ce qui peut faire que malgré toutes les caractéristiques de l'installation que je vous ai présentées juste avant, qui correspondent à énormément d'installations de puissance correcte, on va dire, pas sur du gros process industriel ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien ne pas passer dans le cadre de la GMI selon là où vous vous trouvez, et notamment la géologie présente sur le site. Pourquoi ? Puisque il existe des cartes réglementaires, donc comme celles que je vous ai présentées là, qui sont accessibles sur le site géothermie.fr. C'est un site qui répertorie énormément d'informations et que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. Ces cartes réglementaires-là, elles reprennent les caractéristiques de la géologie présente sur site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une géologie qui ne présente aucun risque. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire le forage, il n'y aura pas de souci particulier au niveau géologique. Vous allez être en zone verte, auquel cas, vous entrez bien dans le cadre de la géothermie de minime importance et de la simple télédéclaration. Si, pour le coup, il y a quelques risques sur la géologie, qu'on n'est pas sûr de la géologie sur le site, vous allez être en zone orange. La zone orange ne vous exclut pas du cadre de la géothermie de minime importance, c'est une simple télédéclaration. Par contre, elle nécessite que vous fassiez appel à un expert agréé. Il existe des listes d'experts agréés qui sont disponibles aussi également sur ce site, qui va venir pour vous dire, vous présenter déjà les caractéristiques de la géologie présente sur site, et il va vous donner un avis qui va être positif ou négatif, auquel, s'il est positif, ça veut dire que vous restez dans le cadre de la télédéclaration, donc de la géothermie de minime importance, puisque vous avez un expert agréé qui est passé et qui vous a dit « c'est bon, vous pouvez réaliser, par contre, vous devez respecter toutes ces caractéristiques quand vous réaliserez le forage ». Donc là, vous restez dans le cadre de la géothermie de minime importance. Maintenant, si il est négatif, vous passez en zone rouge. Ou alors, si vous vous rendez compte que votre projet est directement en zone rouge, c'est que sur site, la géologie présente des risques. Je vous ai cité un certain nombre de risques ici. Ça veut dire que si vous faites un forage,
et qu'il y a un accident pendant le forage, par exemple, c'est rare, mais ça peut arriver, vous risquez de créer des troubles, même au niveau de la surface. Alors, si vous êtes en zone rouge, là, vous ne dépendez plus d'une simple télédéclaration et du régime de la minime importance, mais vous devez réaliser une demande d'autorisation à la préfecture. Et là, il faudra vous renseigner auprès de l'Adréal ou me recontacter si vous avez des questions pour que je puisse vous donner les contacts appropriés sur le territoire. Voilà pour la partie réglementation. Alors, j'ai fait une petite slide sur la partie, le site de télédéclaration. Un tout petit point très rapide, pour pas que je prenne trop de temps, mais qui est quand même très important, sur les qualifications. Alors, je vous ai déjà noté là, donc les arrêtés qui relèvent de la géothermie de minime importance, notamment pour trouver les experts lorsque vous êtes en zone orange. Donc, c'est important si jamais vous en avez besoin. Je vous enverrai bien sûr les présentations à l'issue du webinaire, hein. Il n'y a pas de problème. Maintenant, sur les qualifications. Lorsque vous réalisez une installation de géothermie, vous devez passer par un foreur qui est certifié et qui est certifié qualiforage. C'est très important. Ça veut dire qu'il a suivi un certain nombre de formations et qu'il est apte à réaliser des forages géothermiques réglementaires. Pour la partie études, vous avez également des certifications pour les bureaux d'études. C'est des certifications qu'on va appeler OPQIBI. Donc, c'est l'organisme certifieur. Et en fonction de ce que vous cherchez, donc par exemple, si vous cherchez pour faire une étude des ressources géothermiques, pour savoir ce qui est présent dans le sous-sol, et si vous allez pouvoir réaliser une géothermie, il y a une certification, 1007. Et si vous cherchez pour le dimensionnement des installations de production utilisant de l'énergie géothermique, donc pour la partie plutôt surface, il y a également une qualification. Et certains bureaux d'études possèdent les deux qualifications. Voilà pour la partie présentation de la géothermie et réglementation. Maintenant, je vais arrêter mon partage et je vais laisser la main à Monsieur Pio, Laurent Pio du bureau d'études Burgéap, qui va nous présenter donc l'étude d'un projet de géothermie. Voilà. Laurent, est-ce que tu es disponible? Bonjour à tous. Bonjour Laurent, merci. Je te laisse partager ton écran. Alors, comme modèle, je vais essayer de trouver l'endroit où on demande le contrôle. Ça doit être là. Si tu n'y arrives pas, je pourrais le partager. Hein. C'est où déjà? Voilà. Est-ce que tu sais où on demande le contrôle de l'écran? Alors, normalement, sur la partie basse de l'écran, tu as une barre de tâches avec écran partagé ou partage d'écran Ouais, en mais il est déjà vert. partagé en fait, c'est ça? Peut-être. Là, normalement, je ne partage plus l'écran, donc tu dois pouvoir le faire. Alors, est-ce que maintenant il faut que j'arrive à mettre le diaporama? Excusez-moi. Hein. Je n'ai Il pas n'y a trop pas de l'habitude mal. de Zoom. Alors, C'est les aléas du direct. c'est ça. Donc, vous ne voyez pas mon écran, du coup. Non, pas pour l'instant. Bon, alors, je ne sais pas comment on fait. Sinon, je le partage, moi. Puis tu me Ouais, diras sinon, quand tu je le dois passer les partages. diapos. Ouais, ouais. Allez, on va faire comme ça, parce que sinon, il va passer des plombes. Alors. Hop. Ah non, parce qu'en fait, tu avais désactivé le partage d'écran pour les participants, si j'ai bien compris. Ah mince. Bon, bah voilà. Bah, comme ça, Non, c'est mais plus laisse tomber, simple. on fait comme ça. Bon, bah, tu peux le mettre en, du coup, en mode mon premier écran et puis on passera les diapos Voilà. tranquillement. Bon, alors, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Pio. Je travaille au sein du bureau d'études de Ginger Burgéap, qui est un très ancien bureau d'études en ingénierie de l'environnement qui a été créé en 1947.
Donc, on ne travaille pas exclusivement sur des sujets de géothermie, mais sur tout un tas de sujets liés à l'environnement. Au sein de ce bureau d'études, moi, je suis le responsable de l'activité géothermie et hydrogéologie de la construction qui nous concerne moins ici. Donc, j'encadre une équipe environ 20 ou 30 personnes à traiter de ces différents sujets. Alors, chez Burgéac, la géothermie, c'est quelque chose qu'on a eu fait. Alors, je parle de géothermie de surface, comme l'a dit Noé, aujourd'hui, on parle de ça. C'est quelque chose qu'on a eu fait assez de temps en temps, je dirais dans les années 70-80, donc ça n'a rien de très nouveau comme technique. Mais à partir de la milieu des années 80, elle s'est quand même un petit peu éteinte, je dirais, et pour ce qui nous concerne, elle a repris assez fortement à partir d'environ 2005. Donc ça fait une quinzaine d'années que la géothermie de surface reprend et se développe de plus en plus, je dirais, ce qui est tant mieux. Donc voilà, pour vous donner un peu une perspective, donc quand on parle de géothermie, on ne parle pas d'une nouvelle technologie, en fait. On parle d'une technologie qui a déjà pas mal de temps. Je pense que les premières installations de géothermie, elles doivent dater du début du XXe siècle. Donc, c'est rien de très nouveau. Il n'empêche que depuis 2005, on en fait de plus en plus pour différentes raisons, des raisons environnementales principalement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude d'un projet de géothermie. Donc moi, je vais vous donner le point de vue qui est mon point de vue, notre point de vue du bureau d'études, qui est un des acteurs importants dans l'élaboration d'un projet de géothermie, mais évidemment qui n'est pas le seul, avec toutes les entreprises qui vont réaliser l'installation notamment. Donc voilà, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur des sujets de géothermie, donc je vais essayer de vous faire partager un petit peu mon point de vue sur ce que doit être une étude d'un projet de géothermie, quelles sont ses caractéristiques, quelle est son importance, et quels sont aussi quelques points de vigilance à avoir au moment de la conception et de suivi d'exploitation aussi un peu d'un projet de géothermie. Du coup, écoute, on va passer à la diapo suivante. Alors, je fais un schéma, là j'ai posé un schéma très simple, juste pour vous rappeler une chose fondamentale, c'est que la géothermie, c'est bien entendu une ingénierie et une question de caractérisation de la ressource, donc du sous-sol. Ça, c'est la spécificité de la géothermie par rapport aux autres sources, je dirais, conventionnelles de chauffage et de refroidissement. Il n'empêche que cette géothermie de surface, elle est couplée avec une machine thermodynamique et qui elle-même distribue de l'énergie dans des émetteurs. Et c'est vraiment un ensemble qui doit être cohérent. Donc, un des points, à mon avis, clés dans l'étude de conception d'un projet de géothermie, c'est de toujours bien penser qu'il doit y avoir une adéquation entre les besoins, la ressource, les différents niveaux de température et les contraintes et limites de chacun des organes qui sont représentés schématiquement donc, sur cette diapo. Donc, à savoir à gauche, la technique de captage du sous-sol. Donc, Noé a évoqué les deux principales qui sont la géothermie sur nappe par doublet ou les sondes de géothermie verticale. Dans le schéma, on voit aussi qu'on peut échanger de l'énergie avec l'air, évidemment, l'aérothermie ou avec de l'eau, un type aquathermie. La machine thermodynamique, donc ses caractéristiques, sa puissance, ses niveaux de température, et les émetteurs, qui peuvent être divers en géothermie, mais qui sont souvent, quasi exclusivement, en fait, pour obtenir une performance importante, des émetteurs dits de basse ou moyenne température. La géothermie se couple assez mal avec des vieux émetteurs en fond qui travaillent entre 80 et 60 degrés. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc on peut passer à la diapo suivante. Alors, les éléments clés pour moi d'un dimensionnement d'un projet de géothermie, ça va être 4 choses. La première, évidemment, ça c'est ce qui paraît assez évident, je dirais, c'est le potentiel lié à la ressource au sous-sol local. Les deux principales techniques étant donc, les sondes géothermiques et doublées sur nappe. La première des choses à faire, c'est évidemment de caractériser ce potentiel. Il n'empêche que c'est loin d'être suffisant, en fait. Et la deuxième chose à faire, ça va être de disposer ou de réaliser une étude assez précise des besoins thermiques du projet. L'idée étant de réaliser une analyse croisée des besoins et de la disponibilité de la ressource pour trouver un dimensionnement optimisé. La troisième chose, c'est de s'assurer que le dispositif de distribution, donc ce dont on vient de parler, est adapté au régime de température que va pouvoir fournir la PAC avec un bon niveau de performance. C'est particulièrement important dans la rénovation où on ne va pas forcément changer les émetteurs qui sont en place sur le bâtiment.
Et la quatrième chose qui n'est pas systématique, mais qui peut être assez importante dans certains contextes, c'est le contexte, ce que j'ai appelé le contexte organisationnel, je dis n'importe quoi. C'est le cas particulier, en particulier quand on va faire un projet de géothermie qui va concerner éventuellement plusieurs bâtiments, qui vont éventuellement être ensuite avoir des propriétaires différents. Et la logique voudrait qu'on fasse un dispositif de géothermie mutualisé pour ces plusieurs bâtiments. Maintenant, il va falloir savoir comment on le partage, comment on l'exploite et comment ça s'organise. Donc, ça peut être aussi une copropriété, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose dont il faut réfléchir dès lors qu'un système de géothermie va concerner plusieurs bâtiments. L'idée, donc, en croisant tous ces éléments-là, c'est d'obtenir un système de géothermie qui soit parfaitement optimisé du point de vue technico-économique, c'est-à-dire avoir avec un coût de l'énergie, je dirais, maîtrisé et je dirais acceptable comparé au coût d'énergie plus conventionnel, en tout cas quand on regarde ça à long terme, c'est de satisfaire des objectifs environnementaux, parce que quand on fait de la géothermie, c'est quand même à la base qu'on a des objectifs environnementaux, notamment en taux d'ONR, en termes de CO2 économisé par exemple. Et alors je ne vois plus ce que j'avais écrit en bas, mais c'est vraiment cette corrélation, je dirais, entre ces 4 éléments clés qui nous permettra de choisir le bon système. Donc, passons ensuite. Alors, ensuite, là, c'est une diapo assez simple qui vous montre les différentes, je dirais, étapes d'un projet de géothermie. La première, c'est une préfaisabilité bibliographique sur laquelle on va s'intéresser au potentiel du sous-sol, mais uniquement sur la base des retours d'expérience de forage qui pourraient exister aux alentours, aux différentes études géologiques qui existent. Et en France, je dirais qu'on est assez riche en base de données et on arrive assez bien à caractériser le potentiel d'un sous-sol, même sans faire de forage de reconnaissance. Globalement, hein, il y a des exceptions, bien sûr. Ensuite, on va déterminer, grâce à cette première étude bibliographique, quelle est la solution technique de captage du sous-sol qui est la plus appropriée pour le projet. Donc, ça peut être les sondes, ça peut être la nappe, ça peut être autre chose. Si le projet continue et semble pertinent du point de vue technico-économique, on va engager une deuxième phase qui souvent va concerner une reconnaissance sur site, avec soit un forage d'essai pour l'eau, soit une sonde test pour la géothermie sur sonde géothermique verticale. On va modéliser le comportement du sous-sol à long terme pour vérifier que le système est pérenne sur la vie du projet. On va dimensionner précisément le futur dispositif. On va établir des dossiers réglementaires. Ça concerne plutôt les installations qui sont supérieures à 500 kW, parce qu'en dessous, ça reste relativement modeste. Hein, c'est une télédéclaration, comme on l'a dit juste avant. Et ensuite, on va faire une mission de maîtrise d'œuvre on va réaliser les ouvrages géothermiques, mais on va aussi installer le système de production. Et enfin, et une dernière étape qui est fondamentale, c'est le suivi de l'exploitation. Donc, globalement, ces 4 étapes sont toujours un peu les mêmes dans un projet de géothermie. Elles sont toutes très importantes. Si on revient, donc, passons à la diapo suivante. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur de à quoi servent ces différentes étapes un peu plus en détail et combien elles peuvent coûter, d'abord l'étude de préfaisabilité, qu'on peut identifier ça à un niveau entre guillemets APS. Cette étude de préfaisabilité, donc, comme on l'a vu, elle sera sur base bibliographique. Elle va permettre de préfigurer une installation de géothermie sur tous ces aspects. C'est là que c'est vraiment fondamental. Et pas uniquement le potentiel du sous-sol. C'est vraiment l'adéquation entre sous-sol, besoin du projet et coût potentiel d'installation et d'exploitation qu'il convient de traiter dès cette phase-là. Donc, c'est une étude qui, pour moi, c'est pratiquement l'étape presque, je dirais, la plus importante en fait dans le dispositif, parce que c'est ça qui va permettre de définir la stratégie. Et la stratégie, ensuite, tout le reste va faire en sorte qu'on va que confirmer cette stratégie et l'affiner, mais cette stratégie initiale, elle est pour moi essentielle. Et quand on est à ce stade-là du projet, on n'a pas encore décidé d'investir dans la géothermie, on ne sait pas encore exactement ce qu'on peut faire. Et évidemment, on imagine que l'investissement doit être modeste, en tout cas à ce stade. Aujourd'hui, les bureaux d'études, comme le nôtre, proposent des budgets en gros de 3 à 10 000 € d'ingénierie à ce stade-là. Ensuite, la phase APD. Donc, la phase APD va permettre, quand c'est nécessaire, de vérifier les propriétés de la ressource avec un forage d'essai. Et aussi la pérennité du système avec une modélisation.
on va à ce stade-là intégrer précisément le projet dans le bâtiment. Son budget va dépendre un peu du coût de la réalisation du forage de reconnaissance, et s'il y en a un, mais en gros, ça va se balader entre 30 et 120 000 euros, y compris le forage de reconnaissance et y compris un forage de reconnaissance qui souvent va être conservé dans le dispositif final. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas que de l'argent, je dirais, perdu d'études. Enfin, vous avez une phase de maîtrise d'œuvre de la solution, hein, très classique. Donc là, ce qui va être bien important, c'est de bien définir les interfaces avec les autres lots, savoir où s'arrête la l'eau géothermie, où commence le lot CVC, notamment, donc le chauffage-ventilation. Il y a deux possibilités principales, c'est pour moi, en tout cas, les forages et la boucle géothermale jusqu'à l'échangeur avec la machine thermodynamique, ou éventuellement intégrer la machine thermodynamique au lot géothermique. Ça, c'est les deux options classiques, en tout cas, qu'on rencontre dans le périmètre du lot entre guillemets, géothermique. Les budgets du travaux pour une installation de l'ordre de 500 kW, il va se balader, suivant le contexte, entre, y compris pompe à chaleur, attention, dans ce budget-là, entre 300 000 et 1,5 million. Ça, je vous donne un budget de travaux évidemment complètement large, parce que c'est très, très différent suivant le contexte. Et puis, un taux classique de maîtrise d'œuvre d'ingénierie doit être, selon moi, pour faire le travail correctement, de l'ordre de 10%. Un peu au-dessus, suivant le contexte, mais en gros, c'est ça. Et enfin, l'exploitation maintenance, ça, c'est fondamental aussi. Donc là, l'ingénieur, le bureau d'études spécialisé, lui, va accompagner le suivi de l'exploitation, notamment sur les paramètres clés du sous-sol pour vérifier que la pérennité de la ressource est bien. C'est surtout important dans les premières années de fonctionnement du dispositif. Donc ça peut coûter entre 2 000 et 8 000 euros par an, suivant la complexité du système, suivant son étendue. Ce qu'on voit là, avec cette diapositive, c'est qu'à chaque étape, on multiplie par 10 plus ou moins les coûts d'investissement. Donc, première étape, 3 à 10 000. Deuxième étape, 30 000 à 120 000. Et après, 300 000 à 1,5 million sur l'installation définitive. Donc, chaque étape, en vrai, il y a un effet de levier entre chaque étape qui est très fort. Donc, du coup, il est vraiment important d'avoir bien, je dirais, précisé et avoir un rendu optimum sur chacun de ces niveaux pour être sûr qu'on avance vraiment en connaissance de cause dans le projet de géothermie. Et j'ai parfois l'impression, ce que je regrette parfois dans certains projets sur lesquels je travaille, c'est qu'on veuille trop vite, je dirais, aller trop vite en musique et passer directement, sans avoir étudié le contexte, je dirais, d'intégration de la géothermie dans le projet, partir sur des travaux de reconnaissance, etc., ce qui me semble parfois un peu prématuré. Donc, c'est pour moi vraiment important de suivre ces différentes étapes. En tout cas, en particulier pour les projets un peu conséquents, parce que si on parle d'un projet de 30 kW, je peux comprendre qu'on fasse beaucoup plus simple. Mais voilà, dès lors qu'on est autour de 100 kW, ces étapes-là sont, à mon sens, fondamentales. Voilà, Laurence, je me permets d'intervenir. Il y a un point qui est important, c'est voilà, pour une installation autour de 100 kW et même plus dans certains cas. Parce que je vois sur la conversation qu'il y avait des interventions par rapport au prix. Quand on est sur des petites installations, par exemple une mairie, une salle des fêtes ou des choses comme ça, auquel cas la géothermie s'adapte très très bien, les coûts ne sont pas les mêmes. Les coûts sont moins importants. Tout à fait. Donc, tout dépend de la puissance installée. Donc, gardez pas ces ordres de grandeur-là comme le coût. C'est pas ça qui va vous permettre d'estimer le coût de votre projet. Ça, c'est juste pour vous montrer l'effet de levier entre les différentes étapes. Et ça, par contre, c'est vrai dans chacun des cas. C'est-à-dire que ce facteur 10 entre les différentes étapes, il existe. Bien sûr, une petite mairie, on l'a vu tout à l'heure, on a un projet à 120 000 euros, 125 000 euros, j'imagine, avec deux forages relativement peu profonds. C'est pas toujours 1,5 million, rassurez-vous. Et voilà. Bon, après, là, je parle plutôt d'installations qui sont plus proches aussi du seuil de 500 kW que du seuil de 30 ou 40 kW, mais, parce que c'est ceux sur lesquels on travaille le plus. Mais gardez surtout à l'esprit ce facteur, en tout cas cette importance de bien valider chacune des étapes avant de passer à la suivante pour être sûr qu'on avance et qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. En fait, c'est surtout ça l'idée. Ouais. Et juste un point avant de te laisser, après j'interviens plus, pour rappel, parce que c'est des questions qui ont été posées aussi. Une mairie, là par exemple, dans la fiche que je vous ai présentée tout à l'heure, la mairie qui fait 130 mètres carrés, 85 mètres carrés d'appartements au-dessus, c'était 14 kW, je crois. Donc elle est déjà bien rénovée, mais ne connaît pas aux 100 kW. Voilà, tout simplement. Oui, merci, on est proche du particulier à 14 kW. Ouais, c'est ça. À 200 mètres, ça reste une petite installation. Et
Donc, passons à la suite. Paf, paf. Alors, là, je rappelle un peu ce qu'a déjà dit. On va peut-être passer un peu vite là sur ce qu'a déjà un peu évoqué Noé tout à l'heure. La première étape, ça va être de choisir la technique de captage du sous-sol. On a deux principales techniques, donc la nappe et les sondes géothermiques. J'en ai rajouté une parce qu'on nous pose souvent la question, ce sont les géostructures, et j'ai oublié un U d'ailleurs, la géostructure, qui sont en fait, je dirais, on utilise en fait les fondations du bâtiment, souvent quand ce sont des pieux, pour y mettre des échangeurs géothermiques qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a sur les SGV. Vous avez des avantages et des limites, je dirais, à chacune de ces deux, enfin, dans chacune de ces familles de solutions. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution en soi. Il y a une solution qui doit être adaptée au projet. Donc nous, notre travail de bureau d'études, c'est de trouver la solution qui est la plus pertinente du point de vue technique et économique en fonction de votre projet, en étant évidemment conscient des avantages et des limites de chacune de ces solutions. Principal avantage qu'a donné Noé sur la solution de la nappe, les principaux avantages, c'est le fait qu'on ait peu de forage à faire, qu'on puisse avoir des grosses puissances installées avec uniquement 2 forages quand le contexte est plus favorable, et qu'on puisse faire aussi du géocooling de manière assez facile et assez performante, c'est-à-dire du froid sans utiliser de machine. Bon, bien entendu, par contre, le principal contrainte de la nappe, c'est le fait qu'on n'a pas toujours la ressource, déjà pour commencer, et le fait aussi que c'est un peu plus exigeant en exploitation et maintenance. Donc, ça ne pose pas de problème particulier pour les grosses installations. Ça peut être un frein pour les petites. Les sondes géothermiques, le grand avantage, c'est qu'on peut en faire quasiment partout. Le deuxième grand avantage, c'est que la maintenance est très limitée, voire inexistante, et on a très peu d'incertitudes d'ailleurs sur un dimensionnement de sondes géothermiques. Les limites, c'est que ça peut être le coût pour les grosses installations déjà, et ça peut être aussi le fait qu'on ne puisse pas trop faire de géocooling quand même avec des sondes, et le fait qu'on va avoir un dimensionnement qui va être très dépendant de l'équilibre thermique entre le chaud et le froid qu'on va réinjecter dans le bâtiment si on fait 2 modes, c'est-à-dire si on fait du chauffage et de la climatisation. En tout cas, on est plus dépendant de l'équilibre thermique été-hiver en solution sur sonde que sur nappe. Il n'empêche que c'est une solution qui peut être et qui est souvent très pertinente, en particulier pour les petites installations. Alors, passons à la suite. Je parle peu des géostructures, mais les géostructures, pour moi, ça reste encore un petit peu, ça reste souvent anecdotique en termes de puissance qu'on puisse récupérer sur la plupart des bâtiments, parce que le mètre linéaire de fondation doit être limité autant que possible. Donc, du coup, on a peu d'énergie disponible, c'est souvent le cas. Alors là, je vous ai fait un graphique très schématique qui vous montre un peu l'évolution du prix de chacune des familles de solutions, donc nappe et sonde, en fonction de la puissance. Ce que je voulais vous expliquer là, c'est que le prix d'une solution de géothermie sur sonde, en tout cas pour la technique de captage du sous-sol, va augmenter en gros linéairement avec la puissance installée. Donc, parce qu'on va rajouter à chaque fois une sonde pour gagner 5, 6, 7 kW de plus, etc., etc., etc. Pour la solution sur nappe, vous avez des prix fixes très forts parce que vous avez un minimum de forage et minimum le réseau entre les 2 forages. Donc vous avez, quelle que soit la puissance que vous voulez, vous devez rejeter l'eau dans le même aquifère que celui que vous prélevez. Du coup, vous avez un peu des espèces de paliers entre le coût de la solution sur nappe et puis la puissance qu'on peut récupérer. Chaque fois que vous allez arriver jusqu'à une limite de débit exploitable par forage, donc il va falloir en faire un de plus, vous montez d'un palier, etc., etc. Et notre travail, à nous, ça va être de trouver un peu ce point de croisement en fonction du projet, en fonction du contexte hydrogéologique, pour se dire, dans ce contexte-là, il vaut mieux investir dans une solution sur nappe parce qu'elle est performante et qu'elle est pertinente du point de vue économique, ou alors inversement, il vaut mieux rester sur une solution sur sonde parce que dans ce contexte précis, elle sera plus économiquement intéressante. Donc ça, c'est un critère important. Voilà. Donc ça, c'est un des travaux à faire dès la préfaisabilité, encore une fois. Essayer de trouver ce point de croisement. Alors, passons à la suite. Donc, deuxième point, pour les projets un peu conséquents, il va souvent être pertinent, du point de vue technique, économique et environnemental aussi, d'une certaine manière, de ne pas dimensionner la solution de géothermie à 100% du besoin, et au contraire, de plutôt viser 50% du besoin, qui va permettre globalement de couvrir, 50% de la puissance installée, qui va permettre globalement de couvrir 80-90% du besoin d'un projet. Ça permet de limiter ou diviser par 2 les coûts de captage du sous-sol, tout en offrant quasiment la même performance environnementale.
Donc ça, c'est ce travail qui est très important d'aller-retour entre les besoins thermiques supposés ou estimés du bâtiment et les caractéristiques et les potentiels du sous-sol pour trouver le point, je dirais, d'équilibre, en tout cas de dimensionnement pertinent. Et on va souvent viser, je dirais, à peu près 50% de la puissance installée en ayant évidemment pour les 50% qui restent un appoint conventionnel, qui peut être de l'aérothermie, qui peut être du chaudière gaz, qui peut être ce qu'on veut, mais qui fonctionnera très peu de temps dans l'année et qui sera à bas coût en coût d'installation. Donc ça, c'est vraiment un point clé aussi de l'étude. Donc, passons à la suite. Donc là, je vous donne des exemples de dimensionnement qu'on a fait. Vous voyez des courbes monotones. Alors, ce qu'on appelle les courbes monotones dans une installation de chauffage, c'est la fréquence des puissances appelées sur le nombre d'heures dans l'année. Donc là, on se rend compte sur la courbe de gauche, sur le graphique en bas à gauche, qu'on a des pics de puissance. Donc ça, c'est au cœur de l'hiver qui peuvent dépasser 200 kW. Mais globalement, en moyenne, je dirais que la puissance appelée en très standard en moyenne est beaucoup plus faible. Donc on a pris le parti de dimensionner l'installation de géothermie de l'ordre de 100 kW. Donc tout ce qui est orange, ça va être couvert par la géothermie. Donc ça va représenter 80-90% des besoins du bâtiment. Et tout ce qui est rouge, ça va être couvert par l'appoint. Ça représentera peut-être que 10% des besoins dans l'année, mais c'est les besoins qui sont très, très, très importants. Donc ça, c'est classiquement typiquement un dimensionnement qu'on peut rencontrer dans les installations de géothermie avec un appoint. Donc, évidemment, encore une fois, on ne va peut-être pas raisonner comme ça pour les toutes petites installations où le ratio investissement de l'appoint par rapport à un investissement de 30% de géothermie pourrait être un peu défavorable. Mais dès lors qu'on est dans une installation un peu conséquente, ça sera souvent beaucoup plus pertinent de faire comme ça. Et c'est le cas aussi de d'autres ENR, ce n'est pas uniquement spécifique à la géothermie. Alors, ensuite, la simulation dynamique. Alors ça, ça c'est un exemple où on va simuler le comportement et la température qui va évoluer dans le champ de sonde sur une cinquantaine d'années, par exemple, pour s'assurer que le champ de sonde est pérenne. Grande caractéristique du champ de sonde, et c'est là où aussi un point important à retenir, on va juste revenir un petit peu en arrière, c'est dans un champ de sonde, en fait, le champ de sonde se comporte comme un énorme ballon tampon thermique. C'est un système de stockage. En tout cas, ça peut fonctionner comme ça. L'énergie qu'on va y injecter l'été quand on va faire du froid va nous permettre de la récupérer l'hiver pour faire du chauffage. Et quand on a un système équilibré thermiquement entre l'énergie injectée et l'énergie prélevée l'hiver, on peut exploiter, je dirais, au maximum possible et avoir des très bonnes puissances de récupération dans le champ de sonde, beaucoup plus que si on a un champ de sonde qui ne fonctionnerait qu'en chauffage ou qui ne fonctionnerait qu'en refroidissement. Ça, c'est une des caractéristiques principales du champ de sonde, c'est qu'on dope sa performance et donc son ratio puissance disponible coût en ayant un système à la fois de chauffage et de refroidissement. Donc ça, c'est une caractéristique du champ de sonde qui n'est pas forcément le cas dans la géothermie sur nappe. Il n'empêche que ça peut être aussi le cas dans la géothermie sur nappe. Donc là, je vous ai présenté après, donc on passe à la diapo suivante. L'évolution d'une température prélevée, alors juste celle d'avant. L'évolution de la température prélevée en nappe dans un forage de pompage en fonction du temps. Donc là, vous avez une simulation de la durée de vie de l'installation. On était dans un cas de figure où la nappe n'avait pas un gradient d'étalement très élevé. Les parcelles du site sont celles qu'elles sont. Et on a injecté plus d'énergie l'été, on faisait plus de froid, en gros, que ce qu'on en prélevait l'hiver. Donc, on a simulé une dérive thermique de l'évolution de la température du point de pompage. Donc, on voit qu'elle part de 14 degrés et qu'elle finit à 17-18. Et là, le travail consiste à s'assurer que cette dérive thermique à la hausse sur la durée de vie future de l'installation est compatible et reste acceptable. Donc ça, c'est un point important et qui peut se poser, une question qui peut se poser aussi sur la géothermie sur nappe. Donc ça se traite avec des simulations thermiques du sous-sol. Donc que font les bureaux d'études spécialisés. Et ça, on le fait dès la phase pré-faisabilité dans les cas sensibles. On n'entend pas d'avoir fait les travaux de forage et d'avoir investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour se rendre compte que le système n'est pas équilibré ou dérive thermiquement de manière inacceptable. Autre point clé, c'est le coût de l'énergie. Donc ça, c'est des exemples de rendu du coût de l'énergie qu'on peut réaliser, coût de l'énergie ou coût total, qu'on peut réaliser avec des solutions
de géothermie, on les compare avec des coûts d'énergie éventuels, avec des solutions de référence. L'idée, c'est d'avoir un peu une notion économique de comparaison entre une solution de géothermie et une solution plus conventionnelle à long terme, parce qu'évidemment, la géothermie demande un investissement de départ qui est plus important qu'une solution classique. Mais l'idée, c'est qu'à long terme, on essaie de évaluer quel va être ce coût et est-ce qu'il sera pertinent comparé à une solution, entre guillemets, standard. Donc ça, c'est aussi un point clé, à mon avis, de décision pour un maître d'ouvrage. Donc là, vous avez des exemples de temps de retour sur investissement. Vous avez des exemples de rendu, d'évolution du prix investi, je dirais, entre l'installation, le coût d'installation et le coût d'exploitation maintenance, plus coût des énergies. On compare graphiquement différentes options et puis on se rend compte à partir de quand la solution de géothermie, à partir de combien de temps elle peut être pertinente économiquement, rentable. Ce qu'on appelle le temps de retour sur investissement, qui dépend de plein de facteurs financiers, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des notions qu'il faut traiter aussi pour choisir le projet. Parce qu'évidemment, on comparera toujours la solution de géothermie par rapport à un rendu. Autre forme de rendu qu'on peut aussi proposer dans une solution, dans une étude de géothermie de préfaisabilité, c'est la comparaison de différentes solutions, parce que parfois, différentes solutions peuvent paraître pertinentes. Donc, on les compare. On compare ce qu'elles apportent en termes de couverture énergétique, on compare ce qu'elles apportent, enfin, combien elles coûtent, pour nous permettre de faire un choix d'une solution privilégiée qu'on va développer ensuite dans les phases de faisabilité. Donc, sous plein de critères, voilà, la puissance installée, le taux de couverture, les contraintes éventuellement réglementaires, les coûts des énergies, enfin, le coût des investissements, etc. etc. Donc ça, je ne vous rentre pas dans le détail, ça c'est des exemples de projets, peu importe, hein, mais c'est le principe. Donc, toutes ces étapes-là, elles sont traitées en phase APS et elles sont ensuite vérifiées, affinées et optimisées dans toutes les autres phases du projet. On ne va pas revenir à chaque fois dessus, à chaque étape, mais c'est vraiment la démarche doit être celle-là. Donc là, l'étude de faisabilité, sa caractéristique et sa principale différence par rapport aux études de pré-faisabilité, c'est qu'on va réaliser souvent une sonde test, donc là on avait un exemple juste avant, ou un forage de reconnaissance. Ensuite, on va souvent disposer de besoins thermiques affinés du projet de la part du bureau d'études CVC ou thermique. On va donc du coup affiner nos estimations et nos simulations. Et on va confirmer et affirmer ce que je disais, toutes les étapes qu'on vient et tous les sujets dont on vient de parler juste avant. Par rapport au forage d'essai, petit aparté, on peut se poser la question, au moment où on va faire l'étude de faisabilité, de savoir si le forage d'essai qu'on va réaliser, il doit être définitif, c'est-à-dire qu'on le fait avec une conception qui fait qu'on va pouvoir le garder dans le futur système, ou on le fait de manière beaucoup moins chère et beaucoup plus simple, mais pour le perdre. Donc, c'est une question qu'on se pose systématiquement. Ça va dépendre un peu de l'aléa géologique. Ça va dépendre du fait que, est-ce qu'on est capable déjà d'implanter le forage définitif au stade de la faisabilité dans la vie du projet, ou est-ce qu'architecturalement, il peut y avoir encore des mouvements qui font que on ne sait pas bien où le mettre, voilà. Est-ce qu'on va être capable de protéger l'ouvrage pour les chantiers à venir, peut-être s'il y a une démolition, enfin, toutes ces questions-là se posent pour savoir au moment de la faisabilité, si on a besoin d'un forage de reconnaissance, est-ce qu'on le fait avec un design, je dirais, de forage définitif et on le garde ou pas? Ça, c'est une petite question à se poser à chaque fois. Ensuite, donc ça, on en a parlé. Hein. Bien sûr, là, je vous donne un schéma hydraulique hyper simplifié d'une installation de géothermie, mais au moment de la faisabilité, on va définir de manière beaucoup plus claire comment s'intègre la géothermie dans le bâtiment. On va commencer à prédimensionner tous les différents organes, les échangeurs, les pompes de circulation, la pompe à chaleur, etc. etc. Ça, c'est un exemple un peu schématique. Passons. Technique de forage, on va passer aussi. On va se poser la question pour la phase de suivi des travaux de quelle est la méthode de forage exactement qu'on va employer en fonction du contexte géologique. Donc là, on rentre dans le suivi des travaux et le suivi de l'exécution. Passons également. De toute façon, toute cette partie technique de forage, forage géothermique, c'est le sujet du deuxième webinaire. On ne va pas insister là-dessus. Bon, le suivi des travaux, il n'y a rien spécial à la géothermie, hein, on le fait comme on le ferait pour n'importe quel lot du bâtiment. Le suivi d'exploitation, donc ça, un dernier aparté qui est important. Là, vous avez l'exemple d'une installation sur laquelle intervient une expertise qui dérive.
il y a une dérive thermique. Donc, le suivi de l'exploitation, c'est vraiment important de vérifier que les conditions d'exploitation du sous-sol réel sont bien conformes à celles qui étaient prévues et de vérifier que le sous-sol se comporte de manière pérenne. Là, on est sur le cas d'un bâtiment où ce n'est pas le cas, où malheureusement, il y a une dérive thermique à la hausse du température de pompage parce qu'il y a plus de rejet de calories en été que ce qui était prévu initialement. Et du coup, on se rend compte que ça dérive. Alors, l'intérêt de faire ce suivi, c'est d'être capable de se rendre compte qu'il y a une dérive thermique, d'être capable de se rendre compte qu'elle est anormale et de proposer ensuite différentes solutions simulées, là en l'occurrence de correction ou d'adaptation, que ce soit de la régulation ou que ce soit dans les systèmes, pour rééquilibrer le système, pour ne pas attendre en fait qu'une dérive thermique très forte mettre en péril, je dirais, l'installation globale. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette installation-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sachez que c'est quand même très rare de voir des dérives thermiques, d'avoir un système qui présente une grande dérive thermique comme ça. Mais, donc là, c'est un cas extrême que je vous présente, et ça ne se passe pas souvent comme ça quand même, heureusement, mais ça peut arriver. Donc, l'intérêt de ce suivi de l'installation, en particulier les premières années, c'est de vérifier que tout se passe effectivement comme prévu dans le sous-sol, entre autres. Voilà, alors maintenant, pour finir, est-ce que j'ai encore 5 minutes, Noé? Rapidement, qu'on puisse laisser un petit peu de temps quand même pour toutes les questions. Donc, on a déjà un petit peu dépassé le délai. Très rapidement, bon, là, c'est juste notre tour d'expérience que je vais vous présenter là. C'est la géothermie, en fait, c'est toujours une solution unique à chaque projet. Ce n'est pas une solution qui se duplique de manière, entre guillemets, simple. Et cette solution doit être définie en fonction du sous-sol et du bâtiment. Globalement, la géothermie demande plus d'ingénierie qu'une solution CVC conventionnelle. C'est un point important à retenir. Il faut aussi retenir qu'une installation de géothermie se dimensionne plutôt en énergie échangée, en équilibre thermique entre l'été et l'hiver quand on fait les deux modes, qu'en puissance. Et ce qui est très différent d'une solution CVC conventionnelle, où on va définir la dimension de la chaudière gaz, on va prendre des déperditions thermiques, on va prendre un facteur de correction, je dirais, de 20%, on va mettre la chaudière, et peu importe quelle va être la vraie consommation du bâtiment, la chaudière, elle sera largement suffisante pour fournir l'énergie, et le gaz, il y en aura toujours en arrivée. Dans le sous-sol, c'est un peu plus subtil. Ce qu'on fait l'été va influencer ce qu'on fait l'hiver. On a un équilibre entre une géothermie et l'appoint, et tout ça, il faut le prendre en compte. C'est aussi pour ça que ça demande un peu plus d'ingénierie. Ça, c'est important. Ensuite, alors, globalement, ce qu'on a pu constater aussi par nos différents retours d'expérience, c'est que les modèles hydrothermiques du sous-sol sont plutôt très fiables. Franchement, entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe, c'est en général assez proche. En revanche, on a constaté des incertitudes quand même assez importantes qui existent parfois sur l'estimation des besoins thermiques du projet. Notamment parce qu'au moment où on fait les besoins thermiques du projet, on ne connaît pas forcément le comportement des usagers, on ne connaît pas tous les équipements, on ne connaît pas parfaitement la performance des matériaux qui sont mis en œuvre, en particulier pour l'isolation, etc., etc. Donc, ces incertitudes existent, et elles existent sur les besoins thermiques. Il faut les prendre en compte dans le dimensionnement et dans les secours à points qu'on propose. Ça, c'est un point clé. Et le suivi des paramètres en phase d'exploitation permet aussi de voir s'il y a une dérive et de comprendre pourquoi il y a une dérive et de trouver des adaptations. Voilà, donc ça c'est important, ça c'est ce qu'on a pu constater en tout cas. Alors, je vous répète que l'étude de préfaisabilité est essentielle. Je répète qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le sous-sol pour dimensionner une installation de géothermie, mais bien entendu qu'il faut le faire, mais ce n'est pas nécessaire, mais pas suffisant. Et troisième point clé, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un dialogue fondamental entre, je dirais, entre le géothermicien, le bureau d'études spécialisé en géothermie, et l'ingénieur CVC qui fait le reste du bâtiment, tout au long de la vie du projet pour que l'installation reste cohérente. Ça aussi, c'est un point important. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'il nous reste derrière? Alors, bon, ça c'est mon bilan, entre guillemets, et quelques perspectives. Aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de géothermie pour les bâtiments tertiaires, le bureau, les commerces, les hôtels, parce qu'ils ont la particularité d'avoir des besoins de chaud et de froid, et ce qui rentabilise évidemment la solution de géothermie.
Le logement collectif, il existe des installations de géothermie sur des logements collectifs et c'est tout à fait pertinent. Malheureusement, on est un peu pénalisé du point de vue économique par le fait qu'en France, on fait surtout du chauffage en logement, il y a moins de froid, mais c'est tout à fait possible de le faire dans du logement collectif. Nos clients, quand ils font de la géothermie, leur critère de choix, c'est surtout l'ambition environnementale et elle est aussi importante, au moins aussi forte que l'intérêt purement économique, même à long terme. C'est un des moteurs en général de nos clients qui choisissent la géothermie, c'est quand même cette performance. Ça aussi, si on ne recherche pas une performance environnementale, la géothermie va forcément avoir du mal à passer comparé à une solution plus conventionnelle. Alors moi, je peux rajouter en tant qu'animateur régional, du coup, sur la partie Grand Est, que la géothermie s'adresse également beaucoup et est très adaptée aux collectivités. Et on va être sur le même principe, hein, bien sûr. Donc, toute la présentation de Laurent s'adapte aussi bien aux collectivités qu'au secteur tertiaire, avec simplement des besoins qui seront généralement un petit peu moins importants sur des collectivités, en tout cas des petites collectivités qui constituent quand même une grande partie du Grand Est. Les besoins seront moins importants que pour des bâtiments tertiaires. Voilà, c'était juste le petit point. Voilà, il doit rester une diapo, je pense. Et puis, Oui. Alors, ce que nous, on constate aussi, c'est qu'on travaille sur plein de projets de bâtiments et on y rentre sur ces projets, pas forcément pour des raisons de géothermie, mais la plupart des projets de bâtiments tertiaires, en tout cas, sur lesquels on étudie, la géothermie est au moins étudiée en phase préfaisabilité. Elle n'est pas nécessairement retenue dans la phase définitive du projet, mais elle est souvent, entre guillemets, incontournable, au moins au départ, parce qu'elle a des avantages clairs en termes de performance. Donc, on l'envisage quasiment systématiquement. J'exagère un peu, mais pratiquement systématiquement, elle est envisagée. Et nos clients sont très satisfaits de cette solution pour ceux qui ont des installations qui tournent depuis 10 ans maintenant. Alors, voilà, et quelques perspectives que j'espère nous permettent encore de développer la géothermie. D'abord, les nouvelles réglementations. La RE 2020 va apporter de nouvelles exigences en termes réglementaires sur le neuf, en particulier sur le CO2, le taux de NR, le confort d'été. Et ça, c'est très favorable, à mon sens, à la géothermie. Donc, j'espère que ça va nous permettre encore de développer plus la géothermie. Et pour l'existant, le décret tertiaire aussi, j'imagine, devrait nous permettre de faire plus de géothermie parce que la géothermie permet d'économiser énormément d'énergie en termes d'énergie facturée. Bon, alors après, en rénovation, quand on a des bâtiments qui prennent grande partie de la parcelle, effectivement, les solutions sur nappe sont quand même plus faciles à mettre en œuvre que les solutions sur sonde, parce que pour des raisons d'accès, de possibilité de forage. Donc, voilà. Mais dans des bâtiments qui ont de l'espace extérieur, on peut très bien faire des solutions sur sonde en rénovation aussi. Voilà tout. Super. Eh ben, merci beaucoup, Laurent, pour ta présentation. Moi, je vais présenter rapidement, vraiment rapidement, en 5 minutes, je pense, pour laisser du temps aux discussions, les dispositifs d'accompagnement financier mobilisables sur le Grand Est, qui est quand même un point important. Et en attendant, je te laisse aussi, Laurent, si tu peux aller jeter un œil à la conversation. Il y a eu quelques questions que si tu peux y répondre directement sur la conversation, ça permettra aux personnes d'avoir déjà quelques réponses. C'est super. Alors, on ne va pas faire comme ça parce que ça va être long sinon. Hop. Et hop. Voilà. Donc, en Grand Est, il faut comprendre qu'il y a 2 dispositifs d'accompagnement financier mobilisables pour la réalisation d'études géothermiques. Là, sur cette partie-là, je vais parler uniquement des dispositifs d'accompagnement disponibles pour les études. Bien sûr, il y a également des dispositifs d'accompagnement qui sont les mêmes, mais avec des critères différents et des taux de subventionnement différents pour la partie investissement. Mais là, on va se focaliser vraiment sur l'étude. Ce qu'il faut savoir en Grand Est, c'est qu'on a la chance d'avoir une collaboration très étroite entre la région Grand Est et l'ADEME, qui facilite beaucoup de choses, et notamment la partie dispositif d'accompagnement financier. Pourquoi ? Puisque les 2 dispositifs qui sont disponibles sur le Grand Est sont portés par une entité qui s'appelle sur le Grand Est Climaction, et qui est du coup la collaboration entre ces 2 institutions. Le premier dispositif qui est mobilisable, en fait,
les deux dispositifs dépendent d'un seuil. Le premier dispositif, ça va être pour toutes les installations qui vont être inférieures à 50 MWh ENR par an. Donc, c'est par rapport aux besoins de votre installation ou de votre future installation. Et le deuxième dispositif, c'est bien sûr pour toutes les installations qui sont supérieures à ces 50 MWh ENR par an. Donc, l'interlocuteur, en fonction des besoins de la future installation, va varier. Mais sachez que si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous contactez un des deux interlocuteurs et que ce n'est pas le bon, bien sûr, il va vous rediriger vers le bon interlocuteur. Voilà. Le dispositif, donc le premier dispositif de soutien à la géothermie de surface pour la partie études, donc concerne tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les géothermies sur nappe ou champ de sonde jusqu'à 50 MWh ENR. Les conditions d'éligibilité, c'est bien sûr de passer par des professionnels qui sont certifiés. Ça, c'est une condition importante émise par la région Grand Est et par l'ADEME. Vous ne devez signer aucun engagement avant la validation du dossier par l'instructeur. Ça, c'est très important. Si vous signez déjà des engagements, l'instructeur ne pourra pas vous valider les dossiers d'aide. Et l'instructeur du dossier pour toute installation inférieure à 50 MWh ENR, c'est un chargé de mission transition énergétique de la région. Alors, une petite erreur, puisqu'il y en a plusieurs, et vous allez le voir après. En fait, des chargés de mission transition énergétique de la région, il y en a 12 en Grand Est qui sont découpés par territoire pour que vous puissiez avoir un interlocuteur local sur votre projet de géothermie. Les montants de subvention vont dépendre de quel type d'interlocuteur vous êtes. Si vous êtes une grande entreprise, vous pourrez bénéficier de jusqu'à 50% du montant de l'étude pris en charge. Si vous êtes une moyenne entreprise, ça va être 60%. Et si vous êtes un autre bénéficiaire, notamment une collectivité, une association ou une petite entreprise, ça peut aller jusqu'à 70% du montant de l'étude, avec une assiette de l'étude à 50 000 €. Donc, on peut aller jusqu'à 70% des 50 000 €, si jamais votre étude fait 50 000 ou dépasse les 50 000 €. Voilà. Donc, c'est quand même des subventions qui sont très importantes sur le territoire. Et c'est pour ça que, malgré peut-être le frein qu'on pourrait avoir sur la géothermie, de dire « Ah oui, mais il y a des études peut-être un petit peu plus importantes que sur d'autres énergies », c'est vrai, il y a des études, il faut les réaliser. Pour avoir un projet correct, il faut les réaliser. Par contre, il y a des moyens mis en place derrière pour vous accompagner sur la réalisation de ces études-là. Comme vous allez obtenir les diaporamas, je vous ai mis les différents contacts des chargés de mission transition énergétique par rapport à votre territoire sur la région. Donc, le deuxième dispositif, qui correspond à des installations à partir de 50 MWh ENR par an, donc qui va être toujours sous l'entité Climaction, mais qui va correspondre en fait à un accompagnement de la part de l'ADEME avec les fonds chaleur. Les conditions d'éligibilité sont exactement les mêmes que vous passiez par la région ou par l'ADEME, à savoir qu'il faut faire valider le dossier par l'instructeur avant de signer quelconque engagement et qu'il faut passer par un professionnel, un bureau d'études certifié. Toutes ces informations-là, vous les avez dans les dossiers de montage d'aide. Je vous ai mis les liens que vous allez pouvoir trouver sur le site Internet Climaction, que je vous ai mis le lien dans une diapo juste avant et juste après, je crois aussi. Donc, les taux de subvention sont les mêmes en réalité. Donc, peu importe la puissance de votre installation, les taux de subvention pour la partie études sera de 50% pour les grandes entreprises, jusqu'à 50% pour les grandes entreprises, jusqu'à 60% pour les moyennes entreprises, et pour les autres interlocuteurs, notamment les collectivités et tout ça, c'est jusqu'à 70%, avec une assiette des subventions allant jusqu'à 50 000. Donc voilà pour la partie subvention. Je vous ai mis les contacts à l'ADEME régionale en fonction du département. Vous allez avoir soit comme contact M. Vicuise, soit comme contact M. Chang de l'ADEME. Et je vous ai mis également, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas, mon contact
Donc, en tant qu'animateur géothermie, je vais pouvoir vous renseigner aussi bien sur la partie technique, administrative, financière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas tout non plus, bien sûr, donc je pourrais vous transmettre les coordonnées des personnes qui sauront mieux répondre que moi sur certains sujets. Je suis aussi un relais. Alors, je ne pourrais pas faire un suivi de votre installation. Bien sûr, si vous avez un projet, je ne pourrais pas être en soutien derrière tout au long du projet, mais ponctuellement, je suis là pour répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis quelques liens utiles, notamment le lien vers le site Climaction pour les dispositifs d'accompagnement et pour des informations, notamment des fiches de retour d'expérience sur la géothermie, si ça vous intéresse, il y en a sur ce site. Et des liens vers des sites qui sont très intéressants et très importants dans le monde de la géothermie. Donc, notamment le site Géothermie, qui est un site créé par l'ADEME et le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, qui recense énormément d'informations techniques, administratives, réglementaires, mais qui possède également les différentes cartes réglementaires dont je vous ai parlé tout à l'heure et également les cartes de potentiel. Donc, pour savoir si il y a un potentiel recensé sur votre territoire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vais reprendre un petit peu les différentes questions qui ont été posées dans le chat, auxquelles il n'y a pas eu de réponse. Alors oui, on a eu un petit peu de questions quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, prenez la parole, vous pouvez activer votre micro. Alors, est-ce qu'il y a un risque de condensation sur un plancher bas lors du refroidissement? Normalement, le dimensionnement fait en sorte qu'il n'y a pas de condensation sur ce type d'émetteur. Donc ça, tout dépend effectivement du dimensionnement et de la température qui va être dans le plancher. Enfin, quoi qu'il en soit, pas plus de risque avec la géothermie qu'avec une autre solution. Exactement. Exactement. Alors, il y avait déjà eu une réponse. Donc, la présentation sera-t-elle disponible? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'était une question pour toi. Je ne sais pas si tu as répondu, Laurent. Il y avait une question. Alors, la durée moyenne de chaque étape sur un projet, Ah non, sur j'ai une pas vu étude? ça. Écoutez, la première, c'est environ un mois. Bon, ça dépend de plein de choses, mais disons un mois, 3-4 semaines. La deuxième, la phase faisabilité. À partir de la deuxième, on va souvent être un petit peu en temps masqué. Alors, ça va peut-être durer 2-3 mois, mais on va souvent être un peu en temps masqué avec la durée de vie de la phase APD du projet. C'est-à-dire que quand on parle de neuf, hein, attention, hein, quand on parle de neuf, on s'insère un peu dans le rythme, je dirais, du projet. Quand on parle de réhabilitation, bon, on fait que ça, à la limite. Je ne sais pas, je dirais 2 mois, 2 mois et demi peut-être pour la phase 2. Et puis la phase travaux, ça va dépendre ça dépend de la taille de l'installation. Ça peut prendre 2 mois comme ça peut prendre un peu plus. Voilà. Pour le neuf, en tout cas, on s'insère complètement dans le rythme, je dirais, de la vie du projet. Ça, si on a été contacté plutôt au début. Là, j'arrive quand même souvent sur des installations où je fais de la géothermie alors qu'ils sont tous en phase pro et puis moi, je commence. Donc là, c'est un peu la course. Mais sinon, voilà. Ça prend pas vraiment, ça prend un petit peu plus de temps en fait qu'une installation classique parce qu'on a des travaux de forage qui n'existent pas si on fait une chaufferie classique. Mais on essaye de l'insérer en temps masqué dans le chantier, en fait, en coactivité ou autre. Donc, on a des astuces quand même pour faire en sorte que ça ne pénalise pas la durée de vie du chantier. Enfin, la durée de vie du chantier, la durée du chantier. Ouais. Merci pour les réponses. Alors, une remarque de Loïc Vautrin. Les coûts d'études annoncés conséquents en APD de 30 000 sur bâtiment de 100 kW semblent éliminatoires même avec les aides. Alors, c'est à prendre au cas par cas. Pareil, hein, comme l'avait bien précisé Laurent, les montants dépendent également de chaque projet. Et il ne faut pas faire de généralité par rapport au montant. Ça dépend énormément de caractéristiques. Et voilà, c'est vraiment à prendre Ouais. au cas par cas. Et là, c'était incluant un forage, je rappelle, qui fait partie de l'installation.
En Donc, plus. c'est pas le coût d'études, ça, c'est le coût d'études plus une partie des travaux. Hein. Bon, parce que c'est Voilà. souvent comme ça, en fait, qu'on travaille. Mais c'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. La phase études propre, elle vaut peut-être 10-15 000 euros là-dedans. Enfin, ça dépend, mais pas plus, en tout cas, pas à peu près. Ouais. Ouais. Voilà, donc pas d'inquiétude. En plus, avec le montant des dispositifs d'aide qui peuvent s'ajouter, ça reste des études tout à fait accessibles. Alors, la base de données pour les études biblio, BRGM et autres, c'était une question par rapport aux différentes études biblio, notamment sur la Préfesa, je pense. Pardon, j'ai pas entendu, c'était… Alors, c'était quelles sont les bases de données utilisées pour les Alors, préétudes? bon, les préétudes, donc on a d'abord, je dirais, une grande mine d'informations qui est dans la banque de données du sous-sol. Donc ça, c'est un site public du BRGM. On a aussi nos bureaux d'études, gros bureaux d'études ou bureaux d'études locaux ont beaucoup d'archives souvent et de personnel et de connaissances locales du secteur. On a plein de publications hydrogéologiques et géologiques générales qui sont très utiles aussi, publiques ou en tout cas qu'on peut trouver assez facilement. On a évidemment des bases de données aussi sur tout le contexte environnemental parce qu'il faut s'assurer que l'exploitation de géothermie ne va pas perturber je ne sais pas moi, une zone naturelle ou autre. Enfin, il peut y avoir des impacts quand même environnementaux qu'il faut vérifier. Donc tout ça, on est quand même bien fourni en France, je dirais, en caractéristiques de l'environnement. Donc ça, on les exploite aussi. Et qu'est-ce qu'on a encore comme base de données utile on a aussi, alors malheureusement, je dirais, la géothermie, aujourd'hui, on n'a pas encore ça. Ce n'est pas une solution qu'on fait aussi souvent que toutes les autres. Donc, les entreprises qui font des forages, il n'y en a pas 50 000. Donc, en général, dans un secteur, on appelle les foreurs et on sait aussi, voilà, on a du retour d'expérience vis-à-vis des gens qui travaillent dans le sous-sol, dans le coin, qu'on exploite aussi. Ouais. Qui sont des mines d'information quand même. Qui sont des mines d'information parfois et qu'on se connaît tous assez bien. Donc, on n'a aucun problème pour échanger là-dessus. Super. Alors, y a-t-il des entreprises qui fournissent services entiers clés en main, genre coordination de projet? Ce service-là, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, le Burgeap, vous faites l'ensemble. Alors, nous pouvons, et nous ne sommes pas les seuls, fournir de l'installation clé en main, études et travaux. Ça, on peut le faire. Études et travaux. Moi, je pensais études simplement. Ce n'est pas le schéma qu'on fait toujours, parce qu'on est bureau d'études à la base, mais parfois certains clients nous le demandent. Donc, Burgeap, c'est faire une installation clé en main. Mais il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent proposer des installations clé en main. C'est assez classique d'ailleurs dans les petites installations, parce qu'évidemment, on ne va pas faire passer 5 commandes pour faire une sonde, une machine, machin, etc. Mais nous, on le fait sur des petites à grosses installations. Et il y a d'autres acteurs aussi de la profession qui peuvent proposer du clé en main. Et sur notre territoire, on a quand même la chance d'avoir pas mal d'acteurs. Territoire Grand Est, on a pas mal d'acteurs dans tous les domaines. On a pas mal de bureaux d'études, on a pas mal de fabricants de pompes à chaleur, on a pas mal de foreurs. Donc on a vraiment les compétences sur le territoire. Donc, n'hésitez pas pour votre projet, en tout cas, vous saurez être accompagné. Alors, question bête. Alors, il n'y a pas de question bête. À quel conso correspond 500 kW? Alors, une puissance de 500 kW, ça va dépendre du temps d'utilisation, tout simplement, de l'installation. Mais tu as peut-être des ratios, Laurent? À quel conso? C'est-à-dire, si on parle d'un bureau, d'un logement ou d'un bureau, pour une puissance de… Alors, ça dépend si c'est la puissance de pointe ou la puissance, comme on disait, standard, mais en puissance de pointe, 500 kW, si on compte 40 kW par mètre carré, 40 watts pardon, au mètre carré, donc 500 000 watts divisé par 40, ça fait à peu près 12 000, c'est un bâtiment qui va faire 12 000 mètres carrés. Et il va peut-être avoir besoin en chauffage plus ECS, admettons, de 500 MWh. Bon, plus ou moins. Bon, ça, je vous dis ça un peu vite quand même. Hein. Il faut faire des études pour ce genre de réponse. Non, mais globalement, voilà, un bâtiment avec une puissance de pointe de 500 kW, il fait à peu près, un bâtiment moderne, avec une bonne isolation, etc., il va faire à peu près 12 000 mètres carrés. Ouais. Alors, une mairie égale 100 kW. Alors ça, j'avais répondu tout à l'heure. Là, par exemple, je vous ai donné le cas d'une petite mairie où on était à, je ne sais plus, 14 kW, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est rare, les mairies qui atteignent ces puissances-là, et ce ne sera pas une mairie simple.
Donc, non, non, sur du petit bâtiment communal, on n'est pas du tout à ces puissances-là. Donc, pas du tout au tarif non plus mentionné. Alors, serait-il possible d'avoir des ordres de grandeur en kilowatts par taille installation et taille bâtiment? C'est compliqué. Il y en a eu Non, quelques-uns qui viennent mais d'être donnés, mais ça dépend notamment par rapport à taille, taille bâtiment, taille installation. Ça va dépendre du taux d'isolation du bâtiment. oui, mais en neuf, parce que c'est plus facile, puisque c'est assez standardisé avec la réglementation thermique, en neuf, moi je retiendrai en première approche une puissance installée d'environ, pour le chauffage, de 40 watts au mètre carré, et une consommation d'eau chaude sanitaire plus chauffage de 40 kWh par mètre carré par an. Ouais. Mais ça, honnêtement, c'est un ratio qui n'est pas le ratio de calcul de la STD, réglementation thermique, qui est plus un usage réaliste, je dirais. Je retiendrai à peu près ça. Donc, ça peut être juste de mettre rajouter 50 centimes de sol, ou ça peut être plus. Alors, il y a quelqu'un. Voilà. Alors, par la suite, le géocooling, on a répondu à la question dans la conversation. Donc, le géocooling, c'est un rafraîchissement qu'on appelle passif puisque il est quasiment gratuit. La pompe à chaleur ne fonctionne pas pour produire du frais. On fait directement passer la température prélevée du fluide dans les émetteurs de chaleur avec simplement une petite pompe de circulation. Voilà. Donc, c'est un rafraîchissement, pour ainsi dire, gratuit et très intéressant. Oui, c'est la géothermie dans ce mode précis, mais même la géothermie tout court, c'est la meilleure, enfin, c'est la performance absolue en termes de production de froid. Il n'y a aucune autre solution qui fait aussi bien. Sauf peut-être à récupérer du froid fatal qui vient de je ne sais pas où, mais globalement, voilà, la géothermie, c'est ce qui est le plus performant en froid, et en particulier en géocooling. Là, c'est quasiment gratuit, ce que vous disiez. Oui. Et sans parler de la notion économique, dans les grandes villes, par exemple, la géothermie qui produit du froid est très intéressante puisqu'elle ne crée pas d'îlot de chaleur non plus. Donc, elle n'engendre pas de problématique d'îlot de chaleur puisque toute la chaleur qui va être restituée par la production de froid va être réinjectée dans le forage pour réalimenter pour l'hiver, par exemple. Alors, après, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Les sondages dans de la roche sont-ils possibles? Oui, absolument. Oui. Mais il y a déjà eu une réponse. Oui, ça pose absolument pas de problème. On adapte les outils et ça se fait. Aucun souci. Eh bien, je ne sais pas. Ah, là, j'en vois d'autres. Vous avez parlé des financements des études, mais pas des travaux. Oui, parce que la partie financement pour la partie travaux, ce sera dans le prochain webinaire. Tout simplement, sinon ça va faire assez long. Si vous avez un projet qui est très proche et que vous voulez avoir des infos pour la partie financement, puisque je rappelle que le prochain webinaire sera aux alentours du mi-mai, n'hésitez pas à m'appeler directement et on pourra en discuter par téléphone en direct, ce sera plus pratique. Peut-on envisager un montage d'opérations sans choix définitif de l'énergie, avec pour mission à la MOE et ses bureaux d'études thermiques de faire des études d'aide à la décision en APS et APD? Alors, de toute façon, quand on lance les études, généralement, on n'est pas sûr du choix de l'énergie, si je ne dis pas de bêtises, Laurent. Oui, enfin, donc il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est souvent comme ça, effectivement. Il y avait une question sur les schistes aussi, si je me rappelle bien. Ah je ne l'ai pas vu, mais je veux bien. Est-ce qu'on peut forer dans les schistes? C'est ça la question, je crois. Alors oui, bien sûr, après les schistes, ça veut, bon, du point de vue purement géologique, ça ne peut tout rien dire, mais globalement, les schistes, oui, c'est même très adapté, parce que c'est en général des terrains qui se portent très bien, hein, et qui se tiennent assez bien. Donc, plus les terrains se tiennent bien, plus ça se porte bien. Par contre, le schiste, en général, ne renferme pas beaucoup d'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas idéal pour la solution sur nappe, en général. Hein, on a très peu de sources aquifères dans les schistes. Par contre, pour la solution sur sonde, c'est très bien. Plus en fait un terrain va être dur, plus il va être facile à forer, moins la sonde sera chère, un peu paradoxalement en fait. Plus il va se tenir, plus on va pouvoir débiter entre guillemets du forage très rapidement. Et ça, c'est aussi un critère très important du dimensionnement, hein, au-delà de l'aspect thermique du sous-sol, c'est à quelle facilité, et c'est ça que son test permet aussi de qualifier, est-ce que c'est facile de forer? Et plus c'est facile, plus le foreur va avoir tendance à faire un prix compétitif parce qu'il va faire beaucoup de mètres linéaires dans la journée. Et plus c'est dur, plus c'est facile.
Ce qui est effectivement assez paradoxal. Ce qui est paradoxal. Ce qui est compliqué, c'est les alternances de dur, de mou, de qui se tient pas. Enfin, voilà. Mais par exemple, du granit, en fait, c'est très, très, très bien, le granit. Mais on n'en voit peut-être pas beaucoup dans le Grand Est. Oh, si, quand même. Si, quand même, ouais. Vosgien, on en a pas mal. Ouais, aussi, il faut bien, effectivement. Quel est l'état du marché des études et des foreurs dans le Grand Est? Y a-t-il une réelle concurrence, suffisamment d'entreprises? Alors, j'y ai répondu un petit peu tout à l'heure en disant que oui, on a des compétences sur le Grand Est, on a différentes entreprises, on a de quoi faire de la concurrence par rapport aux différentes entreprises. La plus grande difficulté, je pense, en géothermie, ça ne va pas être au niveau des bureaux d'études, mais ça va plutôt être au niveau des foreurs. Non, en termes de bureaux d'études, il y a beaucoup de bureaux d'études qui font de la géothermie, qui sont spécialisés en géothermie, qui sont compétents en géothermie, donc je pense que ce n'est pas trop le sujet. Pour les foreurs, c'est un peu plus compliqué parce que, et ça je parle à l'échelle de la France plus qu'à l'échelle spécifique du Grand Est, mais en gros, c'est particulièrement compliqué, je trouve, pour les foreurs de sondes parce que le marché est un peu limite aujourd'hui à l'échelle nationale pour qu'on ait un vrai développement d'entreprise. Souvent, les foreurs de sondes sont des entreprises qui souhaitent se spécialiser là-dedans, donc ils n'ont pas forcément énormément de marché relais. Du coup, on a de moins en moins, honnêtement, de foreurs qualifiés aujourd'hui en France, et c'est dommage pour les sondes. On a aussi un peu moins de foreurs d'eau. Mais les foreurs d'eau ont d'autres marchés relais, comme le forage d'irrigation, comme le forage d'eau potable, etc. Donc, à la limite, c'est un peu, pas forcément que de la géothermie. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la solution n'a pas encore atteint son développement en termes de maturité pour le marché. En tout cas, pour le marché de l'entreprise de forage. Et j'espère que l'avenir, le fait que ça se développe, qu'il y ait d'autres entreprises qui s'y intéressent, qu'elles se multiplient, qu'on ait plus de compétition d'une certaine manière, mais ce n'est pas pour attendre forcément, je dirais, une baisse des prix, parce que le forage, on en fait pour toutes sortes de choses depuis très longtemps, pour du sondage, pour de l'eau. Donc, je n'attends pas une baisse des prix avec le développement du marché, pas beaucoup. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'attends surtout plus de disponibilité, plus de réactivité. Et c'est plus ça. Voilà. Et aujourd'hui, on a des foreurs de sonde, attention, mais on pourrait en avoir un peu plus, ça serait bien. Mais pour ça, il faut un plus de marché aussi. Oui. Donc, il faut faire des projets. Voilà. Exactement. Et on travaille aussi dessus au niveau national. Donc, notamment avec la FPG, l'Association française des professionnels de la géothermie, pour trouver des solutions pour faire venir un peu plus de foreurs ou qualifier de nouveaux foreurs sur le territoire national. Alors, je pense qu'on a bientôt fini les questions. Le placement donc dans le schiste, là voilà la question. Pour les anciens bâtiments, la réutilisation des systèmes de chauffage avec anciens radiateurs est impossible ou simplement moins rentable? Moins rentable. C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est moins rentable. Tout dépend un peu de la loi d'eau, du fonctionnement du système. Après, il existe des pompes à chaleur haute température, mais c'est un peu plus rare. Globalement, une pompe à chaleur, elle va sortir classiquement à 55-60 degrés maximum. Donc, si on a des retours à 60, on ne peut pas faire grand-chose. Si on a des retours un peu plus bas, on peut, en fonction de certaines saisons, faire du préchauffage. Mais c'est vrai que ce n'est pas le schéma idéal, honnêtement. Oui. Ce n'est pas le schéma idéal. Maintenant, ce n'est pas impossible. Après, il faut toujours réfléchir également, quand on a des anciens bâtiments, avant de travailler sur le système de chauffage. Et pour autant, moi, je suis animateur géothermie, donc c'est un peu ce que je dois promouvoir, mais il faut impérativement réfléchir à l'enveloppe du bâtiment. On travaille d'abord sur l'enveloppe du bâtiment, quand on peut, et ensuite, on va travailler sur le système de chauffage, de manière générale. Et pour finir, la dernière question, pourquoi le recours à la géothermie n'est-il pas plus répandu? Très bonne question, et pas facile à répondre non plus. Moi, je vais donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'il y a une méconnaissance sur cette énergie renouvelable. Elle est assez… Alors, je ne parle pas de méconnaissance professionnelle parce qu'on a toutes les compétences et toutes les connaissances historiques au niveau de la géothermie, mais c'est plutôt justement des potentiels clients, entre guillemets. Il y a quand même une méconnaissance. Il y a aussi des amalgames qui se font avec des problématiques qui ont pu survenir sur de la géothermie profonde. Mais comme vous l'avez vu là sur ce webinaire, la géothermie de surface n'a rien à voir avec la géothermie de profonde, mis à part le fait qu'on capte des calories. Mais on n'a pas de problématique identique.
Et voilà, je ne sais pas si tu as un point de vue, Non, mais Laurent. tout ça, c'est tout à fait juste, hein. Tout ça, ce sont des freins. Et effectivement, les incidents qu'il y a pu y avoir récemment ne vont pas aider la géothermie de surface alors que ça n'a rien à voir, ça c'est clair. Il y a un frein clairement aussi qui est économique. Il ne faut pas se voiler la face, dans Ah le oui. sens où aujourd'hui, c'est aussi le marché de la construction classique. Il veut que le promoteur n'est pas l'exploitant. Le promoteur n'est pas l'exploitant, il n'est pas forcément intéressé à l'économie à long terme, sauf s'il est incité à le faire par une raison politique environnementale plus globale. Donc lui, son idée, ça va être de développer une solution technique qui respecte la réglementation et qui soit fonctionnelle, mais qui ne va pas aller forcément au-delà si ça lui fait un surcoût qui, lui, ne va pas forcément pouvoir vraiment valoriser dans le coût de vente de son bien. Et par ailleurs, on est quand même dans une situation du marché, dans certaines régions en tout cas, immobilier, qui fait que le foncier est extrêmement élevé. Et on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment le coût des logements. Alors ça, je parle du logement, hein, donc ce qui fait qu'il y a une vraie contrainte économique à ça. Cette contrainte existe moins dans le bureau, dans le tertiaire, parce que la performance est plus recherchée, parce que l'image, entre guillemets, on valorise cette performance dans le prix. On la valorise plus difficilement en logement, mais on la valorise quand même un peu plus dans le tertiaire. Et on rentabilise 2 fois plus l'installation dans le tertiaire du fait qu'on fait du chaud et du froid. Donc, évidemment, le ratio économique est plus favorable. Mais il n'empêche qu'il y a un vrai frein économique parce que, en général, le constructeur n'est pas l'exploitant. Et quand on a affaire à des industriels ou des propriétaires, des foncières ou des gens qui vont garder le bâtiment, l'argument géothermie a plus de poids parce qu'ils vont bénéficier des économies sur l'exploitation. Mais le schéma classique du promoteur qui livre un bâtiment n'est pas idéal pour des solutions qui sont performantes économiquement, mais à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est une raison quand même aussi importante. Même si les aides aident quand même à limiter, les aides permettent de faire en sorte que ça reste rentable à long terme, mais à court terme, c'est toujours plus cher pour le promoteur de mettre de la géothermie plutôt que de mettre une simple pompe à chaleur aérothermique. Malheureusement. Ou une chaudière gaz. Effectivement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Il n'y a plus rien dans le chat. Peut-être que quelqu'un veut prendre la parole. Moi, je précise simplement que du coup, je vais vous transmettre. Alors, si Laurent, tu me donnes ta validation pour transmettre ta présentation. Oui, bien sûr. Super. Donc, je vous transmettrai les présentations. Je vous transmettrai également un petit questionnaire de satisfaction pour ce webinaire, histoire qu'on s'améliore pour la prochaine fois si jamais vous avez des choses à nous présenter. Et puis, tout simplement, merci. Merci à vous de vous intéresser à la géothermie. On a eu, je crois, au plus 35 participants, donc c'est quand même bien. C'est super. Moi, je suis assez satisfait. Et puis, je vous dis du coup à bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu du coup dans les environs du mi-mai. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. À bientôt, merci. Merci à vous.